Bien, écoutez, je vous propose de démarrer. Bonjour à toutes et tous et bienvenue à ce séminaire qui porte donc sur la réforme de l'appréciation technique d'expérimentation. Je vous remercie d'être aussi présents. Nous avons à ce stade un peu plus de 150 participants qui sont entrés dans la salle de webinaire et on attend potentiellement jusqu'à 500 participants. Donc c'est un très beau chiffre et on vous remercie toutes et tous pour l'intérêt que vous portez à cette réforme. Donc ce webinaire va être dédié en effet à la présentation de l'évolution de l'appréciation technique d'expérimentation et en particulier son écosystème et la façon dont on, on souhaite vouloir utiliser l'outil ATEX demain. Et nous avons souhaité, au travers de nos différentes présentations et communications, le faire sur différents temps. Et le temps de ce matin est dédié à une présentation dédiée à ce qu'on appelle les prescripteurs, donc de manière générale, les équipes de maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, les aménageurs, mais aussi les promoteurs, les bailleurs sociaux, et ainsi de suite. Donc cet écosystème qui est peut-être moins sujet aujourd'hui, en tout cas, à l'utilisation de latex. Bon, on va le dire autrement, qu'il le subit plus qu'il ne le porte lui-même. Et nous allons y revenir assez régulièrement au travers de l'échange de la matinée pour vous démontrer les raisons qui nous poussent à penser qu'il va falloir changer nos manières de pratiquer l'utilisation de ces outils, en particulier de l'outil qui est LaTeX, pour que vous puissiez vous les approprier, les utiliser en direct un peu plus fortement que vous ne le faisiez jusqu'à présent. Donc, je suis Stéphane Amery, je suis directeur opérationnel de la direction Bloc du bâtiment CSTB. Donc, j'aurai l'honneur d'animer l'ensemble de cette session webinaire. Et je suis accompagné de deux collègues que vous voyez normalement aussi apparaître à l'écran. Loïc Payet, de la division structure, à la direction de sécurité structure feu au sein du CSTB, donc en charge des métiers de l'évaluation de manière générale au CSTB sur les produits de structure. Et Aurélie Bareil, donc elle aussi responsable de division au sein de la direction enveloppe du bâtiment, en charge des métiers de l'évaluation pour les sujets enveloppe. Donc ces deux personnes vont m'accompagner tout au long de notre échange sur l'heure qui va venir pour vous présenter plus en détail à la fois la contextualisation et le contenu de la réforme. Et je vais leur donner la parole juste après une brève introduction que je souhaite vous partager. Avant d'introduire le propos de cette matinée, alors deux choses. Déjà, vous indiquer que le planning de cette session va s'organiser en deux temps. Un premier temps de présentation pendant une petite demi-heure. Nous allons vous présenter les grands axes de cette réforme. Vous aurez l'occasion pendant la présentation sur le chat de poser vos questions et nous aurons sur la demi-heure qui suit le temps nécessaire pour répondre à ces questions. Donc, nous allons tous les noter, toutes les noter pendant la première demi-heure et donc par la suite, nous essaierons d'y répondre. Et au besoin, on pourra bien sûr compléter cette session par des échanges bilatéraux si vous en estimez le besoin. Donc avant d'introduire mon propos, je souhaitais commencer d'abord cette présentation par un premier sondage qui va apparaître à l'écran et à laquelle vous allez pouvoir tous répondre. La question est très simple, en fait, on souhaiterait savoir parmi les participants si vous avez déjà eu l'occasion de solliciter vous-même ou par le biais de vos collègues une demande d'évaluation de type ATEX, ce qui va nous permettre de mieux cerner le profil de personnes présentes dans cette session et éventuellement de passer un petit peu de temps à vous redéfinir ce qu'est l'ATEX si jamais on se rend compte que vous êtes assez éloigné finalement de cet univers. Donc notre collaboratrice va lancer le sondage. Voilà, c'est parti. Donc, on vous laisse quelques secondes pour répondre à cette question et on affichera le résultat en direct pour essayer d'apprécier un peu le niveau de connaissance de l'oratoire sur le sujet.
Je ne sais pas si on a récupéré suffisamment de réponses et on peut lancer éventuellement le résultat. Donc c'est assez varié, à vrai dire. J'ai presque envie de dire que c'est du 50-50. Donc, bon, très bien, c'est parfait. Alors, on s'excuse par avance si nous avons besoin, peut-être sur une ou deux slides, de rappeler les grands principes de la texte pour ceux qui la maîtrisent déjà. Et vu que nous avons un certain nombre de participants qui ne semblent pas du tout connaître, on va peut-être faire un tout petit focus pour rappeler ce qu'est la texte, en tout cas dans son environnement antérieur et actuel, avant de rentrer vraiment dans le détail de la réforme. Qu'est-ce que je voudrais vous dire, moi, en introduction? Et pourquoi, finalement, nous engageons cette réforme? Il ne vous est pas inconnu que nous sommes confrontés à des enjeux environnementaux et sociétaux très complexes ces dernières années, dans le cadre duquel notre filière bâtiment doit s'adapter, en particulier face aux contraintes du changement climatique, bien sûr. Et nous devons aussi travailler sur des solutions d'atténuation de l'impact environnemental de notre cadre bâti. Ça, c'est un cadre qui nous est posé, qui nous est imposé. Il nous faut donc être ambitieux pour pouvoir apporter des réponses à cette situation et à ces enjeux et répondre collectivement à cette ambition par l'innovation, de manière à transformer le secteur et accompagner la transformation du secteur face à ces enjeux. Alors bien sûr, c'est déjà un sujet très complexe en soi. Je vous rappelle quand même, juste pour vous donner un chiffre, que nous sommes une filière qui pèse assez lourdement sur l'impact carbone. En 2019, la filière carbone globalement émettait à peu près 150-160 millions de tonnes d'équivalent CO2 par an. Et nous avons pour ambition, si nous suivons la stratégie nationale bas carbone et l'ambition de neutralité carbone à l'horizon de 2050, nous avons des paliers importants à tenir. En 2030, nous devons diviser globalement d'un tiers ces émissions pour tomber à peu près à 100 millions de tonnes équivalent CO2 par an. Et en 2050, il faut tomber à 16 millions de tonnes équivalent CO2 par an. C'est juste énorme. On parle là réellement de révolution. Il faut que collectivement, nous puissions réapprendre à travailler autour de cette filière pour apporter des solutions pérennes à cet enjeu. Donc, il nous faut accélérer face à cette situation. Pour passer de 160 à 16 millions de tonnes, il va falloir aller très très vite dans les années qui viennent. Et pour ça, bien sûr, il va nous falloir innover. Mais innover, comme je le dis souvent, c'est accepter de désobéir à un cadre fixé, à un référentiel. Mais innover, c'est le faire en conscience, c'est-à-dire avec sérieux, en s'appuyant sur des mécanismes d'évaluation qui créent la confiance. Et donc avec responsabilité aussi. Et tout cela, il faut le faire dans un calendrier maîtrisé et à des coûts maîtrisés. On aura, je pense, l'occasion d'y revenir, mais on parle assez souvent en externe des sujets d'évaluation. Et nous-mêmes au CSTB, on a les oreilles ouvertes et on entend bien évidemment tout ce qui nous remonte. Et on note bien évidemment les difficultés rencontrées dans l'adéquation d'une évaluation avec les calendriers d'un chantier et des coûts à maîtriser pour ce chantier. Donc ça, c'est une première difficulté à laquelle on va devoir faire face. Mais accélérer, c'est aussi rendre reproductible l'expérience réussie pour en faciliter son déploiement massif. Trop longtemps, dans le cadre de l'évaluation des procédés de construction, nous sommes restés sur un schéma où globalement chaque individualité, entreprise, société s'embarquait dans le processus de l'innovation pour son propre compte. Et on avait de grandes difficultés finalement à rendre collégiale cette innovation, à la rendre reproductible et à la massifier. Donc on parlait souvent de démonstrateurs avec des bâtiments qui étaient réalisés en one shot et avec finalement peu de reproductibilité et de réutilisation de ces innovations par la suite. Et ça, c'est fortement pénalisable pour notre filière qui a, comme je disais en introduction, besoin d'accélérer fortement. Donc il va falloir aussi apprendre à créer les conditions d'une innovation reproductible que l'on puisse massifier. Et c'est aussi l'enjeu de la réforme de la texte que de le permettre, et on y reviendra dans le détail.
Donc, il nous faut globalement réapprendre le langage de l'innovation et l'utilisation collective que nous faisons des différents outils à notre disposition, dont la texte est en effet un de ces outils. Nous pensons, en tout cas au CSTB, que cette responsabilité de l'innovation, elle ne peut plus incomber aux seules entreprises et aux seuls industriels du secteur, qui bien souvent se trouvaient confrontés à l'obligation de porter le processus d'évaluation en bout de chaîne, bien souvent en phase d'exécution, lorsque le chantier allait démarrer, et on venait voir le CSTB en nous demandant d'évaluer un procédé avec un calendrier qui était hyper strict. Il faut lancer le chantier dans une semaine ou 2 semaines, enfin bref, très rapidement. Et c'est tout simplement incompatible avec le temps de l'innovation et de l'évaluation. Et bien souvent, par ailleurs, ce portage en responsabilité était réalisé essentiellement pour des raisons d'assurabilité. Ça sera toujours le cas demain, mais en tout cas, c'était fortement centré sur ce besoin, et de partage du risque. Et quand je dis partage du risque, je ne dis pas maîtrise du risque, qui est normalement l'objet même de l'évaluation. Lorsque les acteurs viennent à l'évaluation, ce n'est pas tant pour maîtriser le risque et obtenir de la part d'un conseil d'experts bien des conseils sur la bonne manière d'intégrer l'innovation, mais plutôt pour partager le risque et s'assurer que les garanties, qu'elles soient décennales ou dommages ouvrages, sont bien associées à l'innovation. Au CSTB, on a acquis la conviction que donc l'ensemble de la chaîne d'acteurs doit s'engager sur ce sujet-là, et plus simplement les entreprises et les industriels qui n'apparaissent dans la chaîne de la construction que trop tardivement en phase d'exécution, pour rendre le système plus efficient et pour permettre le retour d'expérience et la capitalisation. Pourquoi on en a acquis la conviction? C'est qu'on est trop souvent confronté à des situations où, lorsque l'on nous demande une évaluation, on est obligé de renoncer. Et quand je dis on, c'est collectivement, parce que la demande arrive trop tardivement, parce qu'on refait de la conception en exécution. Et donc, renoncer, c'est revenir et rebasculer à des solutions maîtrisées, mais non compatibles avec les enjeux des impacts environnementaux que j'avais précités en introduction. Donc, il est vraiment essentiel de réapprendre à travailler différemment. Encore une fois, c'est l'objet de la réforme de la TEX que nous allons vous présenter. Donc, pour entrer maintenant dans le détail de ces enjeux et des conséquences très concrètes qui ont été développées dans le cadre de la réforme de la TEX, je vais laisser la parole à mes deux collègues Aurélie et Loïc, qui vont partager plus précisément les axes de la réforme qui permettent de répondre à tout ce que je vous ai partagé en introduction. Merci Stéphane. Alors déjà, bonjour à toutes et à tous, et merci pour votre participation à ce webinaire. Comme l'a dit Stéphane, nous allons commencer en faisant d'abord un petit rappel sur ce qu'est la TEX et sa raison d'être. Et ensuite, Aurélie vous parlera de l'évolution de la procédure et de la réforme mise en place ce début d'année. La TEX, donc renforcement de l'expérimentation. Alors, décidé, avant de détailler la procédure d'ATEX, donc l'appréciation technique d'expérimentation, parlons justement de l'utilité de cette expérimentation. Donc, à quoi sert réellement l'expérimentation? D'après le cycle de David Kolbe, que je vous ai affiché sur la slide, l'expérimentation permet, donc, suivant 4 phases, d'aller de l'expérience à l'application. Donc, à l'application concrète, la mise en application de ce qu'on a appris, en passant par une phase de réflexion, donc où on partage ses réactions, une phase de discussion entre les différents acteurs, et puis une phase 3, la phase de généralisation, où on tire les conséquences de l'expérience et réflexion pour arriver ensuite, comme je le disais, à l'application. Au CSTB, nous avons voulu adapter ce cycle de l'apprentissage à l'innovation dans le monde du bâtiment, donc avec les 4 phases suivantes. La phase d'expérience, qui correspond pour nous à l'engagement, dans le précédent slide.
afin de se lancer dans l'expérimentation et de commencer la construction d'un ouvrage avec un projet innovant, il faut s'engager dans une phase de planification détaillée, de conception, de coordination avec les différentes parties prenantes, maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage. Il faut également s'engager et donc travailler, s'engager en harmonie avec les parties prenantes, encore une fois, afin de partager donc les idées et les responsabilités. L'anticipation correspond à la phase de réflexion qui permet justement l'ajustement de la conception d'un procédé innovant en passant de la fabrication à sa mise en œuvre. Et anticiper permet également de faciliter l'évaluation des produits et procédés innovants afin de favoriser leur accès au marché et donc l'appropriation par les équipes de maîtrise d'œuvre et de maîtrise d'ouvrage de techniques non traditionnelles mises en œuvre. Guider, afin de rédiger des guides de prescription technique pour la conception, la fabrication et ou la mise en œuvre, afin de faciliter justement l'obtention des ATEX de réalisation ou d'avis techniques pour une reconnaissance en technique courante. Et enfin, rendre possible en acceptant l'innovation et en accompagnant l'expérimentation en mettant en place un suivi de fabrication, de mise en œuvre et ou de dimensionnement sur l'ensemble des parties d'ouvrage visées. D'où la création des évaluations, et plus particulièrement ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc de l'ATEX, qui a été créé en 1982 par le CSTB, et qui permettait à la base aux industriels d'emmener leurs nouveaux procédés constructifs vers la traditionnalisation en les accompagnant. Le but étant de permettre à ces industriels d'assurer leurs procédés constructifs et d'utiliser donc les références engrangées comme marche-le-pied à la vie technique. Comme je l'ai indiqué sur cette slide, le texte est une démarche volontaire qui consiste en une innovation technique formulée par un groupe d'experts qui peut être constitué de bureaux de contrôle, de poseurs, d'industriels, qui sont là de façon bénévole et que nous tenons bien évidemment à remercier. Ce groupe d'experts formule un avis sur des techniques qui sont, encore une fois, innovantes dans la construction ou sur des détails de conception et architecturaux originaux. L'ATEX, c'est une procédure rapide d'évaluation, rapide dans le sens où aujourd'hui, en moyenne, on est à 6 mois pour la constitution d'un dossier technique côté demandeur. Donc, c'est vrai que le gros du travail, c'est surtout du côté ou des prescripteurs ou des industriels. Mais ensuite, une fois que le dossier technique est monté et les essais réalisés, nous, CSTB, on a 1 mois maximum à réception du dossier technique complet, justement, pour organiser le comité, présenter votre dossier en comité et formuler un avis. Comme il est indiqué sur la slide, l'ATEX a été créé pour tout couple de domaines d'emploi mis en œuvre qui ne sont pas encore entrés dans le domaine du traditionnel et ne pouvant pas encore faire l'objet d'un avis technique, soit par le nombre de référents chantier, ou soit parce que le procédé n'est pas encore stabilisé. Donc factuellement, c'est quoi l'ATEX? L'ATEX permet 3 choses. Premièrement, elle permet d'apporter une réponse sur la faisabilité du projet innovant et sur les choix techniques en conception. Ensuite, elle permet de spécifier les justifications à apporter en amont du chantier en fiabilisant leur réalisation. Et enfin, de sécuriser le choix et l'intervention des entreprises de construction. Comme vous le savez, l'ATEX est reconnu par l'ensemble des acteurs de la construction. Elle permet à un produit, un système d'être considéré technique courante au sens assurantiel. Aujourd'hui, il existe 3 types d'ATEX. L'ATEX de KA, qui vise un procédé dans un domaine d'emploi défini. On peut considérer que l'ATEX de KA, c'est un mini-avis technique avec une durée de validité allant de 2 à 3 ans. L'ATEX de KB pour un projet en particulier, ou avec un procédé particulier, ou un domaine d'emploi qui sort justement d'une évaluation existante. Un procédé qui est sous avis technique, mais qui est utilisé hors de son domaine d'emploi, passerait par l'ATEX de KB.
et latex de KC, qui, en grosso modo, reprend les éléments de latex de KB, s'appuie sur cet latex de KB pour réaliser une nouvelle latex sur un nouveau projet. Comme je l'ai dit précédemment, latex est plutôt une procédure rapide d'évaluation qui peut être découpée donc en 5 étapes. Une étape où on échange sur le projet, le procédé avec un demandeur. Une étape d'analyse lors du dépôt de la demande entre le CSTB, le demandeur et le rapporteur de la demande. Donc, rapporteur de la demande qui peut être le CSTB, mais également un bureau de contrôle ou même un autre expert dans le domaine. Une troisième phase de dépôt de la demande avec les éléments justificatifs, rapport d'essai, études, etc. Comme je l'ai dit aussi, donc qui va généralement de 1 à 6 mois pour le montage de ce dossier technique. Donc encore une fois, entre le CSTB, le demandeur et le rapporteur. Une présentation et une délibération en comité, avec un comité qui est présidé par le CSTB. Et enfin, décision et publication de la TEX, si la TEX est bien évidemment favorable. Cette procédure d'ATEX, donc, comme on l'a dit, ce qui est nouveau dans cette nouvelle procédure d'ATEX, c'est l'intégration systématique du rapport d'analyse qui permet, en amont de la procédure, de réaliser une feuille de route et d'accompagner au mieux les demandeurs de cette évaluation. Alors, à l'époque, avant cette réforme de l'ATEX, on avait les réunions préparatoires. Nous avons souhaité donc aller un peu plus loin via ce rapport d'analyse en essayant vraiment de détailler au maximum les attendus pour aller au mieux vers une ATEX favorable. Le tarif pour cette prestation d'analyse est de 5 000 €, qui est réparti donc entre le CSTB et le rapporteur, qui est encore une fois le bureau de contrôle. Et donc, comme je l'ai indiqué, le but est de lister l'ensemble des éléments de preuve manquant au dossier technique. Toujours pour rester sur les coûts de cette évaluation et donc lié à cette réforme, aujourd'hui, on a un barème de la TEX qui est modulé en fonction de la demande du client. J'ai listé les 4 modulations possibles. Donc, en fonction de la partie d'ouvrage visé, si c'est uniquement de la façade, de la couverture, de la structure ou de la menuiserie, les prix seront différents. La destination du procédé, uniquement pour de l'habitat, du commerce, du collectif ou de l'industrie. L'industrialisation et le volume prévu dans le cadre de la TEX. Donc, si le produit est fabriqué en grande quantité dans une usine déjà bien établie, ou s'il s'agit d'un petit vendeur qui a très peu de volume. On essaie de faire la différence entre les deux cas. Et l'existence donc d'un référentiel de mise en œuvre. S'il y a un DTU, ou si on peut s'accrocher à un DTU, s'il y a des guides existants dans le cadre notamment des avis techniques, ce genre de choses. Le tarif aujourd'hui pour une ATEX se situe entre 10 et 26 000 € en fonction justement de ces différentes modulations. Pour information, le CSTB s'est engagé à réaliser donc un suivi de l'évolution de ce prix auprès du comité de coordination des ATEX. Donc, n'hésitez pas à nous faire un retour sur ces montants, sur ce que vous attendez dans le cadre de cette évaluation. Nous sommes là, très sincèrement, nous sommes là pour vous aider. Vous êtes également là pour nous aider à avancer et à faire grandir cette procédure. J'ai rajouté aussi le tarif, les modulations liées à certaines spécificités de cette nouvelle procédure d'ATEX. Donc, il y a la partie levée de réserve lorsque vous présentez l'ATEX et qu'au final, le comité n'arrive pas à se décider le jour du comité et qu'il a besoin de temps ou a besoin d'éléments complémentaires. Donc là, en fonction de ce que vous avez, donc si c'est une nouvelle présentation au comité, ce sera 60% de ce tarif. Et pour un examen uniquement entre le rapporteur et le président, si les éléments demandés ne sont pas si
s'ils peuvent être étudiés en petits groupes, ce sera 30% du tarif. Il y a également possibilité de renouveler la TEX. Je laisserai Aurélie en parler un peu plus. Avec deux types de renouvellement. Un renouvellement mineur, 60% du tarif de la première demande, et un renouvellement majeur pour 75% du tarif de la demande. Et enfin, la prorogation qui permet d'allonger la durée de vie d'un an pour 5 180 €. Donc jusqu'à la réforme, comme dit précédemment, la TEX n'était demandée que pour permettre l'assurabilité de l'ouvrage, pour constituer du procédé innovant, et surtout afin d'engranger des références chantiers pour aller à l'avis technique. Et aujourd'hui, nous souhaitons aller un peu plus loin en accompagnant en fait au mieux les différents acteurs, que ce soit la maîtrise d'ouvrage ou les industriels, et afin d'anticiper au mieux la conception en amont du projet, via ce rapport d'analyse, et d'assurer donc la faisabilité, la solidité et la sécurité en mettant en place un suivi de l'expérimentation. Et pour ça, je vais laisser Aurélie vous en dire plus. Bonjour à tous, merci Loïc pour cette présentation. Donc moi dans cette partie, je vais vraiment centrer mes propos sur qu'est-ce que la réforme de la TEX, qu'est-ce qui a changé. Donc avant toute chose, la réforme de la TEX, donc elle a été portée par le CSTB et elle a été partagée avec le comité de coordination des ATEX. Donc dans ce comité de coordination des ATEX, donc il y a évidemment donc, le CSTB, il y a également l'AIMCC, Filiance, la FFB, la CAPEB, l'UNSFA, France Assureur, la FPI, Fédération des promoteurs immobiliers de France, et USH, Union sociale pour l'habitat. Donc tout ceci confirme bien que la TEX est une évaluation donc, collégiale. Au travers de cette réforme, nous souhaitons que la TEX soit encore plus un accélérateur de l'innovation et de l'assurabilité. La TEX était jusqu'à aujourd'hui organisée essentiellement pour les industriels et les entreprises. Elle intervenait donc très majoritairement en phase chantier. Cependant, le potentiel d'amélioration de la valeur d'une innovation prend tout son sens dans les premières phases des opérations. Le graphe issu de la norme ISO, qui est rappelé sur la slide, montre bien les ordres de grandeur des contributions à l'amélioration de la valeur d'un programme immobilier. La marge de manœuvre au moment de la construction est bien moins importante qu'au moment de la phase conception. On voit bien donc qu'il est important d'échanger en amont avec les aménageurs, l'équipe de la maîtrise d'ouvrage, pour anticiper l'évaluation de l'innovation et les aider à les porter directement. Il convient donc de voir dans quelle mesure la procédure d'ATEX pourrait être appliquée pour mieux adresser l'innovation portée en phase conception par la maîtrise d'ouvrage ou la maîtrise d'œuvre. À l'issue d'une phase d'écoute des acteurs qui a été conduite en 2022, le CSTB a défini différents objectifs en fonction des acteurs. Donc pour la maîtrise d'ouvrage ou aménageurs, l'objectif est de leur faire prendre conscience qu'ils peuvent intervenir utilement dans leur cahier des recours à des ATEX. Il a donc fallu adapter la TEX aux besoins de la famille de maîtrise d'ouvrage, couvrant tout à la fois la maîtrise des risques de leur projet, l'organisation de la capitalisation de l'expérimentation et enfin la pérennisation de la couverture assurantielle des ouvrages. La réforme vise à mieux accompagner le demandeur afin donc de diminuer les risques, anticiper les coûts associés, mais également les délais de montage du dossier technique. Donc, sur la base de ces réflexions, voici les 4 principes donc, de la réforme. Premier principe est de limiter les risques lors du passage en comité et d'optimiser les délais. Alors, la formalisation systématique d'une phase d'analyse de la demande en amont de la TEX, comme vous l'a présenté Loïc précédemment, permettra aux demandeurs d'exploiter au mieux les recommandations pour préparer le dossier de demande. Cette phase permettra également de clarifier les délais et les coûts et de construire donc une feuille de route explicite. Le rapport d'analyse est produit par l'instructeur du CSTB avec l'appui de parties prenantes, en particulier donc les complexes B. L'ambition de cette phase d'analyse est d'accompagner le demandeur dans le pilotage du calendrier,
la détermination des justificatifs nécessaires et la création du budget prévisionnel pour la prestation d'ATEX. Les conséquences directes seront donc de mieux anticiper les problématiques et ainsi de diminuer les ATEX provisoirement réservés. Deuxième principe de cette réforme, accompagner l'innovation tout au long de son cycle de développement en mettant en place du suivi de fabrication mis en œuvre au dimensionnement par un organisme tiers compétent ou en introduisant des guides d'évaluation qui permettent de délivrer rapidement des ATEX de chantier. Des guides ont par exemple été rédigés dans le cadre des JO. Donc l'idée de cette réforme est de pousser l'écriture de ce type de guide d'évaluation. Troisième principe de cette réforme, permettre le renouvellement de l'ATEX de KA. Quand bien même l'ancien règlement ne le prévoyait pas, ce renouvellement était envisageable pour les industriels qui ont vocation à basculer à la vie technique et qui n'ont pas acquis un retour d'expérience significative. En intégrant donc cette possibilité de renouvellement dans le règlement de l'ATEX, cela va surtout permettre à d'autres acteurs, les acteurs de la maîtrise d'ouvrage, qui voudraient donc porter une innovation, mais sans logique industrielle, et donc sans volonté de viser la vie technique après l'ATEX. Le renouvellement des ATEX A permettra donc de faciliter la feuille de route du développement du produit en organisant le retour d'expérience et éventuellement un suivi par tierce partie. En pratique, ce renouvellement des ATEX se fait après échange avec les membres du comité. Et donc, pour la maîtrise d'ouvrage, aucune limitation ne pourrait être donnée dans le nombre de renouvellements de ces ATEX A. Quatrième principe de cette réforme, encadrer le risque, en particulier pour les assureurs ou les bureaux de contrôle. La réforme vise à préciser l'ouverture à l'expérimentation en associant une durée indexée à un volume. L'ensemble des chantiers réalisés devront faire l'objet d'une déclaration sur une plateforme gérée par le CSTB. Le but recherché étant in fine la capitalisation. Donc ce sujet est encore en cours de réflexion au niveau du CSTB pour sa mise en application concrète. Donc comme vous l'aurez compris, le suivi est un point primordial dans la réforme de l'ATEX, permettant de capitaliser sur le retour d'expérience et pour la maîtrise d'ouvrage, de limiter les risques de désordre. Alors, avant la réforme, le suivi existait déjà pour la partie fabrication. La réforme vise donc à élargir ce suivi et permettre un suivi d'expérimentation donc par un organisme tiers compétent, comme le CSTB par exemple, lors de la formulation des ATEX A. Donc, ce suivi d'expérimentation peut être du suivi donc, de fabrication, comme je l'ai dit, de mise en œuvre ou d'exploitation. L'idée de mettre en place un suivi peut être poussée donc soit par le demandeur lui-même au moment du dépôt de la demande, ou par le CSTB lorsqu'il rédige son rapport d'analyse et préconise la mise en place d'un suivi pour renforcer le dossier, ou encore par le rapporteur qui doit en faire une appréciation formelle dans son rapport. In fine, ce sera le comité d'experts qui décidera de le prescrire ou non. Le suivi n'est pas systématique ni obligatoire. La pertinence de la mise en place d'un suivi est fonction de l'appréciation de la robustesse de la technique. Il permettra de s'assurer que les risques de désordre discutés en comité sont levés. Pour le suivi en exploitation, l'idée est de suivre l'apparition de désordres potentiels et ainsi la durabilité de l'ouvrage. Le suivi en exploitation peut par ailleurs aussi prévoir la mise en œuvre de mesures in situ pour suivre des performances et fonctions clés rattachées à l'ouvrage, comme par exemple l'humidité. La mise en place de ce suivi approfondi permettra une meilleure connaissance des références chantiers. Les conséquences directes seront donc de permettre le renouvellement des ATEX de KA, de consolider le retour d'expérience afin de favoriser le passage vers la traditionnalisation, ou encore de revoir et adapter des guides de prescription technique. L'enjeu de la réforme de l'ATEX, dans la formalisation des retours d'expérience et d'expérimentation, dans une perspective donc de collecte structurée, est de favoriser la reproductibilité et de massifier l'usage de nouvelles techniques. Pour finir cette présentation donc sur la définition et la contextualisation de la réforme de l'ATEX, il est important de noter que certaines de ces évolutions ont déjà été testées dans le cadre d'ATEX ces dernières années, d'autres sont encore en développement. La réforme vise à officialiser ces pratiques et à donc en faciliter l'application. Merci Aurélie. Merci Loïc.
Quelques mots pour compléter ce qui vient d'être dit et réinsister sur le pourquoi nous considérons qu'il est important que les équipes de prescription, que ce soit les promoteurs, les aménageurs, les équipes de maîtrise d'ouvrage ou la maîtrise d'œuvre, s'approprient cet outil qui est la LaTeX. Et j'insiste vraiment sur l'outil. On souhaite au CSTB que ce qui était jusqu'à présent un objet considéré comme une fin en soi, c'est-à-dire le sésame qui permet l'assurabilité, nous souhaitons que demain, il devienne un outil au service de vos actions et de vos missions. Très concrètement, ça veut dire quoi? Nous sommes persuadés que, et c'était déjà possible d'ailleurs par le fonctionnement et le règlement de LaTeX antérieurement, mais jamais utilisé, nous voulons vraiment pousser l'idée que vous êtes les premiers finalement à mobiliser de l'innovation ou à solliciter de l'innovation dans les ouvrages sur lesquels vous vous engagez. Et vous demandez à des tiers de les porter, que ce soit les entreprises ou les industriels. Il nous semble essentiel que vous réengagiez dans l'appropriation de ces innovations et ça se traduit. Alors j'ai vu qu'il y avait une question qui était posée sur qui est le demandeur de LaTeX. Jusqu'à présent, le demandeur, c'est souvent l'industriel de l'entreprise. Nous pensons qu'il peut être, dans bien des cas, pertinent que vous soyez, en tant que maître d'ouvrage, équipe de maîtrise d'œuvre, le porteur de LaTeX, le demandeur de LaTeX, et que vous utilisiez cet objet non pas comme un objet d'assurabilité, mais comme un objet de prescription. C'est-à-dire qu'en phase de conception, on a le temps de s'approprier l'innovation, de la partager dans le cadre d'une évaluation, de la formuler, et finalement, les attendus qui seront délivrés en association à la formulation de LaTeX deviennent un cadre de prescription que vous pouvez utiliser dans vos cahiers des charges, au moment du dossier de consultation d'entreprise, comme finalement des contraintes que vous imposez à vos équipes d'entreprise ou industrielles qui devront y répondre pour pouvoir s'associer pleinement à LaTeX qui aura été défini en conception. Et ce qui évite de ce fait, en particulier, d'avoir à mener le cadre de l'évaluation pendant la phase d'exécution du chantier où les calendriers sont trop resserrés, d'une part, de demander aussi à ce que l'entreprise porte une LaTeX qu'elle peut assez rarement ou bien souvent en grande difficulté porter seule d'un point de vue financier, parce que pour elle, ça peut être qu'un one-shot et l'opération en question a peut-être vocation à être démultipliée. Il peut y avoir des logiques de volume associées à une demande d'évaluation réalisée en amont. Bref, on insiste vraiment sur l'idée que, au travers de notre message, vous êtes les premiers porteurs de l'innovation et les premiers à pouvoir finalement vous engager dans cette voie et la pousser. On pourra y revenir au travers des questions-réponses et en vous partageant quelques exemples concrets que nous avons menés par le passé et même actuellement, que ce soit avec l'aménageur de la Solidéo sur le village des athlètes, mais aussi en ce moment même, nous travaillons fortement avec l'aménageur de Nantes Métropole Aménagement, autour de la construction d'un nouveau quartier de 250 000 m² de surface habitable et sur lequel nous engageons un processus commun et partenarial dans lequel LaTeX s'inscrit, mais très en amont en phase conception. Je vous propose de balayer l'ensemble des questions qui nous ont été remontées. Là, j'en ai noté pour l'instant une bonne petite vingtaine. Il y en aura peut-être d'autres au long de la demi-heure qui viendra. Sachez qu'à la fin de la présentation, nous relancerons un sondage, alors qui ne sera pas diffusé, celui-ci, enfin dont la réponse ne sera pas diffusée, mais qui vous permettra éventuellement de solliciter un entretien bilatéral a posteriori de ce webinaire, si vous souhaitez préciser ou rentrer concrètement dans le sujet au travers des opérations que vous avez à mener. Nous reprendrons dès lors contact avec vous pour vraiment rentrer dans le détail et aller au plus proche de vos besoins. Je vous propose à ce stade de balayer l'ensemble des questions et puis avec mes collègues, nous allons tenter d'y répondre. Je peux prendre la une si tu veux, Stéphane. Vas-y, ouais, tu prends la une. Expliquer la différence entre LaTeX et l'ETN, étude technique nouvelle. LaTeX est une évaluation collégiale que n'est pas l'ETN. L'ETN, c'est une évaluation qui est faite par le bureau de contrôle seul, alors que LaTeX, comme on l'a expliqué, c'est un comité d'experts, dont le CSTB, et voilà, qui se prononce.
Et la conséquence très concrète, c'est que de par cette logique de collégialité, l'ATEX est reconnu par les compagnies d'assurance et permet donc de garantir en technique courante son procédé, là où l'enquête de technique nouvelle n'est pas reconnue de fait. Il faut, lorsque vous réalisez une ETN, derrière, engager les démarches avec vos sociétés d'assurance pour faire basculer éventuellement l'innovation en technique courante. C'est des logiques de confiance finalement. Les acteurs de l'assurance considèrent que les logiques de collégialité autour de l'évaluation prévalent celles de l'acteur seul qui réalise une évaluation. Mais les deux sont possibles. C'est simplement les conséquences derrière en termes d'assurabilité qui ne sont pas les mêmes. On a une seconde question alors que je vais lire. La précédente réforme de l'avis technique apportée par la CCFAT avait démarré avec une analyse critique des freins et retours des usagers. Pour cette réforme de la TEX, avez-vous éluté une synthèse publique d'enquête retour terrain? Question de Philippe Bontemps. Bonjour Philippe, j'en profite. Donc le sujet, en fait, bien évidemment, n'a pas été traité seul par le CSTB. Nous avons, comme l'a évoqué rapidement Aurélie, en 2022, engagé les réflexions autour de la nécessité de refondre la procédure et l'évaluation qu'est la TEX. Et pour ce faire, on a engagé sur une année des temps d'échange où nous avons fait parler différents groupes de travail. Donc, nous avions un groupe dédié à la maîtrise d'ouvrage public et aux aménageurs de mémoire, un groupe dédié à la maîtrise d'ouvrage privé et la promotion immobilière, un autre groupe sur la maîtrise d'œuvre, un sur l'entreprise, un autre sur les industriels et puis un autre sur les assureurs et contrôle technique. Enfin bref, l'ensemble des acteurs a été mobilisé autour de temps d'échange où on a fait parler. Et quand je dis fait parler, c'est nous faire remonter les points de crispation, très concrètement, quels sont les sujets de crispation, et on en connaît certains, vous en connaissez certains qui sont très, très, très présents. Et à partir de ces points de crispation et des attentes aussi, bien évidemment, qui ont été proposées, on a essayé de construire cette réforme. Donc, ce temps de réflexion a fait l'objet d'une formalisation d'un rapport qui a été produit par un acteur que le CSTB a mobilisé, qui n'est pas du CSTB, mais qui nous accompagne régulièrement, qui est Eric Dibling de l'agence Ingénéco-Technologie. Ce rapport n'est pas diffusé. Il a vocation il a nourri les réflexions du comité de coordination des ATEX dans les synthèses de ses conclusions. Mais pour l'instant, il n'a pas fait l'objet d'une diffusion. On n'a pas d'a priori sur les nécessités éventuelles de le diffuser, mais à ce stade, en tout cas, il n'est pas diffusé. Si vous en souhaitez une diffusion, c'est un point que nous pouvons prendre et nous verrons a posteriori s'il est possible de le rendre public. Il n'y a rien de confidentiel là-dedans. Mais c'est vraiment ce qui a nourri, en effet, la réflexion et les actions de cette réforme qui a suivi. Question suivante de M. Roger Fernandez. Qui veut la prendre, Aurélie, Loïc? Je peux la prendre. Alors, est-il possible de vérifier l'existence d'une ATEX? Alors, aujourd'hui, les ATEX de KA sont publiés sur le site du CSTB. Donc, vous avez tous accès à ces évaluations-là. Par contre, les ATEX de KB, c'est au demandeur de décider s'il est d'accord ou pas de publier son document sur notre site. Il n'y a aucune obligation. Sachant qu'aujourd'hui, ce qui est publié, c'est le rapport d'ATEX, le compte-rendu du comité d'ATEX, et uniquement le dossier technique, sans les éléments de preuve, bien évidemment, qui sont associés. Quatrième question, est-il tenu compte de l'antériorité et recul du procédé? Exemple, un système de montage mis en œuvre depuis plus de 2 ans. Pardon, j'imagine. Je veux bien l'apprendre aussi. Ça vous va? Oui, aujourd'hui, on prend en compte l'antériorité d'un procédé. Comme je le disais, dans le cadre déjà du barème, du tarif de la TEX, aujourd'hui, s'il existe une liste minimale, notamment réalisée dans le cadre d'évaluation type avis technique, ou un DTU sur lequel s'appuyer,
en effet, le coût va forcément se voir impacté. Juste en parlant de coût. Par contre, si on parle également du montage du dossier en lui-même, de toute façon, vous allez avoir, si vous avez un document, un dossier qui vous permet de monter facilement votre procédé, on va dire que cette partie sera plus facilement regardée dans le cadre de l'évaluation. Déjà, dans le cadre de l'analyse, on y fera uniquement référence, donc ça permettra d'éviter beaucoup de justifications complémentaires. Et puis, dans le cadre de la texte, c'est sûr que les experts qui sont autour de la table auront moins de questions à se poser. Donc, ça permet quand même de sécuriser pas mal de passages en comité latex. Je vais prendre la question 5 concernant les tarifs. Donc la question, bonjour, les tarifs évoqués sont sans le rapport initial. Donc oui, le rapport initial, c'est un forfait donc à 5 000 €. Et après, sur la slide que vous a présenté Loïc avec le prix des ATEX, ça c'était exclusivement le coût de la procédure d'ATEX. Donc ce coût-là, il faut rajouter les 5 000 € pour le rapport d'analyse. J'en profite pour rebondir 2 minutes là, sur l'histoire des coûts, parce qu'on sait que, enfin, on ne va pas se le cacher en toute transparence, c'est un sujet de crispation et de tension continue, comme bien souvent le sont les sujets des coûts et des délais. Donc le coût, ce que vous avez évoqué à la fois Aurélie et Loïc, on est sur la partie instruction, globalement sur une moyenne de 20-30 000 € une fois tout intégré, qui est ramené au coût de l'ouvrage d'ailleurs est plutôt limité, mais on sait que l'essentiel du coût n'est pas là, il réside dans la constitution du dossier technique à réaliser par le demandeur, c'est-à-dire les essais, les études, plus le temps indirect des équipes demandeurs qui vont consacrer de l'énergie au montage de dossier, et très rapidement, ces coûts-là peuvent monter très très vite à des niveaux de quelques centaines, plusieurs centaines de kilos d'euros, mais en tout cas une centaine de kilos d'euros assez facilement. Donc là, pour le coup, on se retrouve sur des niveaux qui potentiellement sont impactants pour l'ouvrage, surtout s'ils sont apportés par l'entreprise, en particulier les entreprises qui n'ont pas toujours les capacités financières à apporter des tels niveaux de coûts sur des opérations qui sont pour elles des one-shot. Une des idées derrière le fait de shifter vraiment l'utilisation de latex en phase conception, c'est de permettre, déjà, c'est de vous dire, vous, en tant qu'aménageur, maîtrise d'ouvrage, équipe de maîtrise d'œuvre, vous êtes les premiers à demander de l'innovation. Donc, vous devez être les premiers à l'assumer. C'est bien gentil de vouloir innover, mais on sait forcément toutes et tous que innover en responsabilité, forcément, il y a des coûts associés, et il y a des délais associés qu'il faut intégrer dans le montage du projet parce que nous sommes sur un projet innovant. Le faire en conception, c'est vraiment vous donner la capacité de projeter à la fois un calendrier maîtrisé dans le temps et projeter ses coûts. Parce que je crois que j'ai vu passer une question d'un économiste tout à l'heure qui posait la question justement de la maîtrise des coûts. Il est certain que si latex, on continue à travailler comme on travaille depuis des années, si celle-ci est demandée en phase d'exécution au moment du chantier et que chacun découvre les coûts parce qu'on a tous botté en touche en se disant bon, on verra bien, ce sera la dernière roue du carrosse qui portera latex et il se débrouillera, il est certain que ces budgets-là, ils ne sont pas anticipés, ils ne sont pas intégrés dans le bilan de l'opération. Ils le sont que trop tardivement. Le fait de faire tout ça en conception et de se projeter dès la phase conception, voire la phase aménagement, eh bien, ça permet clairement de le maîtriser et de s'engager en conscience et en connaissance de cause. C'est très clairement ce que l'on a engagé avec des acteurs que j'évoquais tout à l'heure, type Solidéo ou Nantes Métropole d'Aménagement, qui par ce biais n'ont pas été forcément les porteurs de latex in fine, mais ils ont su le budgéter et le structurer dans le cadre programmatique de l'opération qu'ils engageaient. Et ça, c'est une richesse pour l'agilité et la maîtrise du projet que nous pensons essentielle. Question suivante. Alors, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions. On n'aura peut-être pas le temps de répondre à toutes les questions. Par contre, on les note tous et bien sûr, on vous fera des réponses personnalisées par mail a posteriori si nous n'avons pas le temps de toutes les traiter. Mais donc, on les prend dans l'ordre d'arrivée.
Question suivante, en bas carbone, nous avons de plus en plus souvent des procédés multicorps d'état et multimatériaux. Comment organisez-vous la coordination de vos comités d'experts dans un cadre multidisciplinaire de plus en plus complexe? C'est une question très intéressante qui ne relève pas d'ailleurs systématiquement et obligatoirement de la réforme en tant que telle, parce que la réforme et ce qu'on appelle le règlement de latex est finalement suffisamment light sur l'organisation de l'évaluation. C'est plutôt quelque chose qui incombe au CSTB de mettre en place une organisation adéquate en fonction de la complexité des dossiers. Et typiquement, et là encore, le fait de travailler en amont avec les aménageurs et de structurer les besoins en latex nous a permis de traiter ces sujets-là. Qu'est-ce qui s'est passé pour la Solidéo? Là où il aurait dû y avoir potentiellement, si on était resté dans un contexte standard d'évaluation, il aurait pu y avoir jusqu'à 100, 150 ATEX, ce qui aurait été juste très compliqué à gérer dans le cadre du calendrier très tendu des JO 2024. Le fait d'avoir ramené ça en conception, on a pu prendre le temps de regarder toutes les opérations et tous les bâtiments à construire, de faire des rapprochements au sein d'une même équipe de maîtrise d'ouvrage déléguée. Il peut y avoir plusieurs équipes de maîtrise d'œuvre, plusieurs entreprises, et par contre des techniques relativement similaires, les rassembler pour générer une seule ATEX autour de plusieurs bâtiments. Et puis, nous avons aussi en parallèle fait appel à ce qu'on a appelé un comité d'experts dédiés. Nous avons essayé de définir un groupe d'experts transverses dans les compétences techniques, technologiques et scientifiques qui étaient en capacité, au sein du même comité, de porter une analyse de risque sur les techniques d'enveloppe qui étaient proposées dans le cadre des JO, sur des sujets tant incendie que de structure, d'enveloppe au sens de l'étanchéité à l'eau, des transferts hygrothermiques, et ainsi de suite. Et donc, c'est par cette capacité à construire et à organiser en amont qu'on sait le faire. Il est clair, encore une fois, que si on se retrouve à devoir gérer une ATEX en bout de chaîne au moment du chantier, eh bien, je vous souhaite bon courage et bon courage aussi au CSTB pour réussir à mobiliser en un mois un comité d'experts dont je le rappelle, et ça a été évoqué par Loïc, constitué d'experts bénévoles, représentatifs de l'ensemble des compétences attendues. Donc ça se prépare tout ça. Et pour le préparer, on insiste encore une fois, mais il faut le faire en amont, en conception. Et on sait le faire à ce moment. Question suivante. Je viens pour la question 7. Quelle est la durée de validité d'une ATEX? Alors, l'ATEX de type B, donc c'est une ATEX qui est délivrée pour un chantier donné, donc il n'y a pas de durée de validité. Et l'ATEX de KA, en général, est délivrée pour une durée de 2 à 3 ans. Voilà, en fonction de la technique, mais c'est ça qui est habituellement donné, quoi. La question suivante, je vais passer vite parce que j'ai quelque part un peu répondu, donc je vais quand même l'évoquer. Les acheteurs publics privilégient de plus en plus les projets de construction à fort impact environnemental. Or, les matériaux biosourcés, souvent utilisés dans ces projets, peuvent entraîner des coûts plus élevés, notamment en raison de l'absence de certification d'ATEX dans certains cas. Comment un économiste peut-il anticiper et analyser ces surcoûts potentiels et comment prévenir les maîtres d'ouvrage et les concepteurs? Très concrètement, là j'ai changé d'exemple, l'exemple du Nantes Métropole Aménagement. Le CSTB participe parce qu'ils ont mis en place ce qu'ils appellent un comité innovation qualité. Nous ne sommes pas encore en APS. On est tout juste en train, NMA est en train de signer les promesses de vente de ces opérations. Et nous avons déjà constitué un comité innovation qualité qui est piloté par l'AMO de NMA, dans lequel le CSTB et la QC sont présents. Et nous allons suivre très en amont et donc cibler les innovations très en amont pour pouvoir les définir lorsqu'elles surviennent en conception et demander aux équipes de maîtrise d'œuvre de faire un travail d'analyse et d'intégration de ces innovations dès les phases APS-APD. Donc, ça veut dire que dès les phases APS-APD, lorsqu'un économiste est associé à l'équipe de maîtrise d'œuvre, il est en capacité de la voir, de la cibler et donc de la chiffrer et de faire remonter ça dans les bilans très en amont. C'est le seul moyen. Faire ça en exécution en chantier, c'est l'assurance de se planter. Qui est concerné par l'appellation de demandeur? Question suivante, c'est tout le monde, j'ai envie de dire, et dans le cadre du webinaire de ce matin, vous
l'aurez encore une fois compris, on insiste beaucoup sur votre capacité à porter ces demandes en tant qu'équipe de maîtrise d'ouvrage. Quand on dit porter ces demandes, ça ne veut pas dire forcément la porter au sens d'être le titulaire de la texte, de passer la commande de la texte. Vous pouvez l'être, on a certains maîtres d'ouvrage qui l'ont fait, qui sont engagés dans cette voie. Une autre voie peut simplement consister à préparer ces ATEX en conception et les faire porter par d'autres équipes, maîtrise d'œuvre, ou voir les entreprises et les industriels lorsque nous sommes sur des schémas de type conception-réalisation, et les équipes sont désignées très en amont et on peut les intégrer très en amont. Bref, il n'y a pas de réponse unique à cette question, ça dépend du contexte, de l'opération et de l'ambition de cette opération, mais ce qui est important, c'est que la personne, en tout cas, qui veut initier l'innovation, qui veut engager l'innovation, ça va être le premier à en assumer la responsabilité et à construire la réponse à cette volonté d'innover. Question suivante. Prévu l'intégration du quorum dans les comités d'évaluation. Tu veux prendre, Loïc? Oui, je veux bien. Alors aujourd'hui, non, il n'y a pas vraiment de quorum prévu pour les comités d'évaluation et aujourd'hui, non, Filiance ne peut pas peser seul non plus sur l'évaluation finale. Aujourd'hui, comme j'allais dire comme sur les précédentes, comme ça avant la réforme, c'est pas forcément vrai. Aujourd'hui, ce qui a été décidé, c'est que pour organiser un comité d'ATEX, il faut qu'il y ait au moins 2 experts faisant partie du comité. C'est-à-dire 2 experts, soit des organismes représentants, donc 2 experts soit du CSCB ou de la IMCC, FFB, UNSFA et Filiance. Pourquoi? La raison est simple en fait. Si on veut garder ce délai court entre l'obtention du dossier technique et la réalisation du comité d'ATEX, on n'a pas le choix en fait que de malheureusement limiter le nombre d'experts. Sinon, clairement, on verrait les délais, se rallonger et avoir des comités d'ATEX 2, 3, 4 mois après l'obtention du dossier technique. Donc c'est vraiment dans ce but-là qu'il a été décidé de mettre en place uniquement 2 experts minimum. Et pour insister, c'est aussi le rôle du président du comité d'experts de s'assurer de la bonne neutralité des débats et d'assurer que la formulation de la texte soit l'objet d'une convergence de vues de plusieurs parties et pas simplement l'opinion d'une seule personne présente. C'est pas toujours évident, on en a conscience. On reste sur des débats d'experts. Donc, qui dit expert, dit des gens qui sont par nature en opposition sur les sujets techniques. Et donc, le rôle de ces comités, c'est de faire converger. Et on fait notre maximum pour ce faire, mais ça ne se décrète pas par simplement une organisation écrite sur le papier. Je vois qu'il est 12 heures. On va prendre encore 1 ou 2 questions si vous avez. J'espère que vous avez encore quelques minutes et puis on va arrêter là. Simplement, il y a beaucoup de questions. On les prendra toutes. Je ne sais pas encore si on vous répondra personnellement ou si on fera peut-être un paquet de l'ensemble de ces questions et on enverra à l'ensemble des participants les réponses pour pouvoir les partager collectivement. On verra ce qu'il est possible de faire, mais en tout cas, sachez que nous répondrons à chacune des questions qui ont été posées. On prend encore deux questions et nous arrêterons là le temps de ce webinaire. Donc, question suivante, les guides ATEX des JO sont-ils libres d'accès? Oui, ils le sont. Ils sont disponibles via différents vecteurs de diffusion. Côté CSTB, ils sont mis à disposition sur notre plateforme Batipédia, alors certes qui est une plateforme payante, donc disponible à ses membres adhérents. Il existe aussi ces mêmes guides disponibles, je crois, sur le site du Codifab, qui représente la filière bois, et ils sont disponibles donc au téléchargement gratuitement sur leur site internet. Et sachez que ces guides sont en cours de révision. On évoquait tout à l'heure la nécessité de capitaliser et de s'appuyer sur le retour d'expérience. Et bien, on le met en pratique avec les JO. Donc, 15 ATEX ont été réalisés et nous faisons un travail d'analyse de ces ATEX pour créer la boucle et injecter dans une révision de ces guides qui est en cours le contenu finalement des discussions, de toute la richesse des discussions qui a pu avoir lieu lors de la formulation des ATEX. Et donc les guides révisés seront mis à disposition à la fin de l'année,
à toutes et tous. Dernière question, je la prends aussi, elle est simple, celle-ci, à quelle date se met en place cette réforme? Cette réforme est déjà en place depuis le 1er mars 2024. Donc, elle s'applique depuis le 1er mars 2024. Vous l'aurez compris, il y a pas mal de petits sujets d'ajustement très concrets, très procédures, mais l'essentiel de cette réforme, en tout cas les messages qu'on a envie de vous passer, c'est l'usage que l'on veut faire de la LaTeX demain, plus que finalement les points de révision méthodologiques qui ont été amenés dans ce cadre-là. Et donc cette réforme est applicable depuis le 1er mars 2024. Je vous remercie vraiment beaucoup pour l'ensemble des questions posées. Il y en a vraiment beaucoup. Encore une fois, on tâchera d'y répondre à toutes. Je vous propose, avant de fermer cette session de webinaire, de lancer un dernier sondage. Donc, alors, ce n'est pas vraiment un sondage. On va vous envoyer une question. La question est la suivante. Souhaitez-vous, oui, non, être recontacté? Ça nous permettra, nous, de l'enregistrer et de reprendre directement contact avec toutes les personnes présentes durant ce webinaire et qui souhaiteraient un temps d'échange pour faire préciser certains points qui restent potentiellement complexes pour vous ou rentrer dans des discussions en lien avec vos projets d'actualité. Donc, on va lancer ce sondage. N'hésitez pas à répondre et donc, pour ceux qui le souhaitent, on vous recontactera très rapidement. J'en profite pendant que le sondage est lancé pour remercier mes collègues de leur intervention. Merci Aurélie, merci Loïc. Merci à toutes et tous d'avoir participé à ce webinaire. J'espère qu'il aura permis d'éclaircir quelques points, ou en tout cas d'apporter quelques éléments de réflexion dans l'usage que vous faites de l'innovation au quotidien. Et puis, eh bien, avec mes collègues, nous vous disons à très bientôt. Merci. Merci à tous, au revoir. Merci à tous et au revoir.